Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la une des journaux présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier, l'entretien avec Paul Sagui depuis le Sénégal. Et nous avons également l'atelier régional de partage des résultats et connaissances de l'agriculture intelligente. Anifat Boukari, vous nous présenterez le journal sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Ce matin, on parlera de la troisième session extraordinaire tenue par les membres du conseil municipal de Cotonou. Des points de vue, quelques actualités sportives pour meubler cette émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien de Ménotin Fraternité. Nous démarrons par le quotidien Fraternité qui affiche en manchette ce jour. Conseil des ministres, le port pétrolier à Auray, ultime compensation pour ce compatriote. Les rails se rapprochent de Bolloré. Toujours avec la Fraternité, entretien avec Paul Sagui depuis le Sénégal. La réponse du maire de Tangueta au conseil de l'Alliance Soleil. Nous passons au quotidien La Nation. Conseil des ministres harmonisé des tests de la décentralisation avec le PAG. La convention pour la construction du port de Sémékodi bientôt finalisée. Toujours avec La Nation, atelier régional de partage des résultats et connaissances, l'agriculture intelligente pour contrer les effets pervers du climat. Matin libre, gouvernance sous la rupture, la Frati Dayon prend le Bénin en otage. Toujours avec le quotidien Matin libre. Indice Maître Ibrahim de la gouvernance en Afrique, édition 2017, Bénin, des progrès, mais des signaux d'alerte. Nous passons au quotidien L'Économiste, projet de loi des finances, gestion 2018, des machines électroniques de facturation des impôts. L'autre quotidien, projet de construction d'un port pétrolier, minéralier et commercial à Sémékodi. Talon concrétise un projet, un grand rêve. Le site de 1007 hectares, mise à disposition par le gouvernement. Toujours avec l'autre quotidien, rumeur autour du système mobile money de MTN Bénin. La direction générale de MTN dénonce une intoxication. Le quotidien Le Béninois libéré, erreur d'appréciation, 100 millions de francs CFA pour évacuer un ministre victime d'une méningite. Tout sur le film du coma de José Didier Tonato. Le Béninois libéré toujours en manchette. Prochain vote du budget général de l'État exercice 2018 au Parlement. La majorité parlementaire veut surprendre désagréablement le président Patrice Talon. Nous restons avec le Béninois libéré avant de passer au télégramme. Radiation imminente du capitaine Patrice Trépo. Cette centrale syndicale en sit-in lundi prochain pour s'amuser avec les poils des narines du président Patrice Talon. Le télégramme, comme je l'annonçais tantôt, rebondissement dans le dossier CNSS, liste complète des personnes interpellées et gardées à vue. L'ex-DG, DGA, DFC, Youssaou Abdou, Edouard Adegungue et Laurent Métonyon. Le matinal port pétrolier, minéralier et commercial de Sémé. Le projet reçoit un coup d'accélérateur. Toujours avec le matinal. Évacuation du coton graine vers les usines. La réflexion des pistes lancées à Djidja. Le challenge affaire CNSS et BBE Gate. Quand le FSP stigmatise les autres gardes à vue, la preuve que la thèse de détenu politique est vide. Soleil levant.
Peace Lady 2018, tout sur Evelyne Kenom, candidate numéro 3 qui sollicite vos voix. Nous passons au quotidien les 4 vérités à faire CNSS. Voici les personnes placées en garde à vue. Les avocats et parents de Métoyon donnent de la voix, toujours avec les 4 vérités. Suite aux rumeurs sur les opérations de Mobile Money, MTN Mobile Money Bénin SA rassure, les fonds de tous nos abonnés et partenaires sont en sécurité et garantis. La BCEAO a octroyé une licence de monnaie électronique le 10 novembre 2016 à la société MTN Mobile Money Bénin SA. L'investigateur du jour, après sa tournée dans la 16e circonscription électorale, probable tête-à-tête entre l'honorable Aladatin et Yonlonfon. Nord-Sud quotidien pour finir, nouveau siège de l'Assemblée nationale, le rapport d'audit enfin disponible dès novembre prochain. Merci à vous, Kadira Chirou, pour la présentation de la une des journaux. Vous restez avec nous. Nous passons au journal avec Anifat Boukari. À nouveau, bonjour. L'Association mondiale des organes de gestion des élections sera ce jeudi 23 novembre 2017 dans les locaux de la Commission électorale autonome Sénat. L'objectif de cette visite de l'institution internationale d'expertise électorale est de profiter des expériences de la Sénat du Bénin. Au menu des échanges entre les électoraux figure la présentation des différentes étapes du processus électoral en République du Bénin. En prélude à la session budgétaire qui aura lieu dans quelques jours pour le compte de l'année 2018, les membres du conseil municipal de Cotonou tiennent depuis mardi 21 novembre 2017 leur 3e session extraordinaire de l'année 2017. Cela fait suite à une demande formulée par la majorité du conseil municipal en vue de mieux se pencher sur les grandes orientations budgétaires avant la finalisation du budget primitif 2018. Les mouvements de lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme disent unanimement non à la vente aux enchères de l'homme noir. Ils ont manifesté leurs indignations à travers une grande marche contre la vente de nos frères noirs en Libye. Reportage. L'exploitation des Noirs par les Arabes. Abba. L'exploitation en cours en Libye. Abba. Tous les Libyens. Abba. Visage grave et triste, à lui des jours de grande déception, ils étaient nombreux à exprimer leur ras-le-bol et leur indignation face à l'horreur du XXIe siècle. Des citoyens engagés résolus ont dit non à l'esclavage au XXIe siècle, non à la vente aux enchères de l'homme noir. Ils étaient réunis à la place des martyrs ce mercredi. Comme le Bénin, à l'instar des autres pays de l'Afrique et aussi de l'Europe, nous nous indignons aujourd'hui à la place des martyrs. Nous nous indignons contre la vente des Noirs, de nos frères noirs en Libye. Et il faut signaler que ce n'est pas en Libye seulement, il y a l'esclavage également en Mauritanie, un peu partout en Afrique. Sauf que le phénomène est un peu caché et c'est en complicité avec les autorités du continent, les autorités des pays africains. Donc c'est aujourd'hui, c'est surtout Claudicia qui a tiré sur la sonnette d'alarme et qui a réveillé tout le monde par rapport à ce qui se passe. Vous imaginez que des Noirs comme nous, des braves valets comme nous, sont vendus à 300 €. Des Béninoises en Iran, au Liban, en Turquie. L'exploitation des Béninois par les Libanais. L'exploitation des Béninois par les Pakistanais. Par les Indiens. L'esclavage en Libye est un phénomène à bannir complètement. Ces migrants transitant par la Libye sont vendus sur des marchés aux esclaves avant d'être soumis aux travaux forcés ou à l'exploitation sexuelle. Ils sont vendus entre 300 et 400 $. Ces migrants sont des ressortissants du Mali, Soudan, Guinée. Nous nous associons à la marche de ce jour parce que on ne peut pas humainement ne pas s'associer à cette marche. Vous savez que notre humanité est en pleine évolution. L'homme lui-même, il est dynamique. Et donc, il y a que nous ne pouvons pas passer deux fois, je veux dire par le même point, dans la trajectoire de l'histoire. On ne peut pas accepter aujourd'hui, en plein XXIe siècle, dans ce siècle, celui aussi des technologies de l'information et de la communication, on ne peut pas accepter qu'on nous ramène, je veux dire, aux premières heures de l'humanité. Les actes de barbarie et de sauvagerie auxquels nous assistons et qui nous ont été révélés par la chaîne CNN nous a brisé le cœur.
nous a démontré que nous sommes dans un monde qui est encore dangereux. Penser que le bonheur se retrouve ailleurs hors de son pays n'est pas une bonne idée. Mais immigrer n'est pas un péché. C'est ce qu'il faut retenir de cette marche, vivement que nos dirigeants prennent leurs responsabilités pour offrir de meilleures conditions à la population et à la jeunesse. Le collectif des avocats du syndicaliste Laurent Métoyon a condamné au cours d'un point de presse animé hier mercredi 22 novembre 2017 à la Bourse du Travail de Cotonou la politisation du dossier et les abus dont est victime leur client au cours de sa garde à vue. Les avocats du dit détenu politique déplorent un acharnement et invitent l'opinion à ne pas se laisser emballer parce qu'ils appellent une volonté de nuire à leurs clients et surtout aux droits de l'homme. Suivez le reportage. Les avocats du syndicaliste Laurent Métoyon ont présenté ce matin à la Bourse du Travail de Cotonou leurs clients comme étant un martyr des libertés brisées par le régime du président Patrice Talon. Ce vaillant combattant dont le seul crime est de s'engager contre l'arbitraire, contre la restauration de la dictature que veut instaurer le régime de la rupture et le pillage systématique et massif, n'est-ce pas, de nos ressources au détriment justement de nos pauvres populations. C'est ça l'objectif premier de cet acharnement contre Laurent Métoyon. Soutenu par le Front du Salut Patriotique et d'autres syndicalistes, ils donnent leur version des faits et estiment que la garde à vue de leurs clients depuis le vendredi passé n'est pas justifiée. En ce moment-là, il y a trois arrêtés qui ont été pris. Et ces arrêtés-là, d'ailleurs, ont été, avec un certain document, envoyés non seulement à la direction générale de la CNSS d'alors, mais à tous les administrateurs, pas seulement Laurent Métoyon. Et ces arrêtés-là, le premier mettait fin à l'administration provisoire de la BIBE. Le second mettait fin à la fonction d'administrateur provisoire. Et le troisième désignait un directeur général par intérim. On a parlé au départ de 71 millions. Mais à l'arrivée, on s'est arrêté sur 2 500 000. Et en sus de ces 2 500 000, on aurait envoyé un pack de champagne d'une valeur de 130 000 francs. Il faut ajouter que le DG par intérim de la BBE d'alors, qui fait cette déclaration, a heureusement précisé qu'il ne s'est jamais porté directement lui-même vers M. Laurent Métoyon pour lui remettre quoi que ce soit. Aujourd'hui, on fait une utilisation abusive de la garde à vue. Il suffit que quelqu'un dise qu'il a remis à quelqu'un quelque chose pour vous, pour que vous soyez gardé. Se résume la garde à vue de M. Métoyon, ce qui est grave dans une démocratie où on veut liquider toutes les libertés. Nous avons suivi d'ici ce qui se passe de l'autre côté. On a entendu beaucoup d'affaires en France, les Fignons et autres. Mais quand on les écoutait, ils ressortaient libres. La garde à vue de Laurent Métoyon se poursuit et les mouvements pour sa libération aussi. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation du journal sur Frématin. On rappelle que la grande édition est prévue pour 19h sur Eusaï TV. Kadira Chirou, vous êtes toujours sur le plateau avec nous. Nous allons aborder quelques sujets d'actualité, notamment cette une du quotidien Le Béninois libéré. Un ministre évacué de notre pays à hauteur de 100 millions de francs CFA. Le Béninois libéré a donné l'information, c'est vrai. On va attendre de vérifier un peu pour voir. L'information circulait déjà sur les réseaux sociaux depuis hier, comme quoi le ministre, je disais tout le ministre du cadre de vie et de développement durable, a été évacué à hauteur de 100 millions de francs CFA, 100 millions du contribuable béninois. Je pense c'est vrai qu'il sert quand même l'État béninois. Je pense qu'il est au service du pays, c'est quand même légitime. Voilà. Mais je pense que le gauchisme monumental, ou le gauchisme monumental qui a été effectué par le gouvernement, c'est d'avoir laissé ébruiter cette information.
on peut peut-être laisser ébruiter l'information selon laquelle le ministre est indisposé. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure mais laisser fuiter cette information selon laquelle le ministre est parti à hauteur de 100 millions de francs CFA avec le contribuable, je pense que c'est une erreur monumentale. Ça fait partie des nombreuses dérives et de nombreuses fuites de l'information d'État auquel on assiste aujourd'hui avec le gouvernement en place. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse garder beaucoup plus secret tout ce qui se fait. C'est compliqué actuellement avec l'évolution de la communication. C'est peut-être compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être remonter aux informations. C'est comme parfois vous allez voir des décrets, des notes très confidentielles, hautement confidentielles, et vous voyez des photos par WhatsApp. Je pense que ces notes-là ont des détenteurs. Il y a également des personnes qui sont très spécialistes. Hein, et ils sont spécialistes pour la recherche perpétuelle et permanente de l'information. Voilà. Mais je pense que si on commence par traquer, à sanctionner. Quand vous voulez sanctionner, quand vous voulez qu'on sanctionne ces personnes qui livrent des informations, les sources, vous voulez qu'on sanctionne les sources pour les journalistes? Les sources, en fait, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que toute information n'est pas bonne à livrer. Et on a comme l'impression que les gens vendent des informations juste pour la forme, ils vendent des informations juste pour le plaisir, alors que tout n'est pas bon à laisser fuiter dans l'opinion. Par rapport, je ne vais peut-être pas créer une autant de présidents qui recourent, ça ne se passait pas ainsi. Ça évolue, la vie. Je ne vais peut-être pas créer une polémique. Et le président ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe autour de lui. Je pense qu'il faut arrêter de laisser dans les esprits des Béninois tout caractère dubitatif par rapport à une information gouvernementale rendue publique. Je donne le cas, par exemple, éviter les journalistes de publier les informations. Je reviens rapidement sur le cas de MTN Bénin, où officiellement il a été donné une raison par le gouvernement, ce qui a été avalé et compris par le peuple béninois tout entier. Mais qu'est-ce que c'est encore de faire voir sur les réseaux sociaux comme quoi le monsieur aurait des appartenances peut-être pas très nobles avec des organisations de nos moralités douteuses? Pourquoi on laisse passer sur les réseaux sociaux d'autres informations et qu'on dit être fiable? Par rapport au ministre Tonato aujourd'hui, je dis il est normal que le peuple béninois soit au courant du fait que le ministre n'est pas en bonne forme, que le ministre est malade, est indisposé. On peut peut-être aller jusqu'à évoquer la maladie dont souffre le ministre, ça c'est normal. Mais qu'on puisse dire, dans une période de morosité économique drastique, où presque tout ne va pas dans le pays, qu'on dise que presque rien ne va dans le pays, qu'on dise que le ministre a été évacué à hauteur de 100 millions de francs CFA. Ça ne vaut pas une vie, 100 millions de francs CFA. Un dixième du milliard. Ça ne vaut pas une vie. Ça ne vaut pas une vie. Ça ne vaut pas une vie. Ça ne vaut pas une vie encore de quelqu'un qui est au service de la nation, de la République. Mais je pense que c'est frustrant. Ça ne vaut pas une vie, mais c'est frustrant parce que quand certains sont là à subir peut-être les affres et les persécutions du régime en place par rapport au paiement des impôts et aux autres infractions connexes, et qu'ils apprennent qu'au moment où eux sont persécutés peut-être pour peut-être un paiement de 15 millions, où des gens sont assignés devant les tribunaux parce qu'ils sont débiteurs, parce qu'ils doivent à peine 10 millions, 3 millions et autres, ou 20 millions, qu'on fasse évacuer quelqu'un à grands frais, les frais de contribuables, les frais de vous et moi, de tous les Béninois, à hauteur de 100 millions de francs CFA. C'est bien qu'on puisse dire aux Béninois combien il a été évacué et comment ça s'est passé. Je pense qu'on pourrait quand même garder un temps soit peu cette information, parce que c'est c'est pas la faute à l'État béninois. C'est la faute au gouvernement. C'est pas la faute à l'État béninois. C'est la faute à nos gouvernants. Il faut simplement dire que les journalistes font bien leur travail au Bénin et ils Je pense que ces informations ne viennent pas, excusez-moi du peu, de vrais journalistes. Je pense que ces informations ne sont jamais relayées par de vrais journalistes. Ce sont des gens qui ont des acquaintances peut-être avec le politique et qui veulent être journalistes. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain... que le Bénin n'est pas assez crédible pour pouvoir relayer une information. Je ne parle pas du Bénin. L'information circule déjà depuis 2 jours. Avant que je parle du journal qui a publié. Le journal, c'est bien. Le journal l'a publié. Et je ne crois pas que Bakatakou s'est basé sur les réseaux sociaux pour publier une information. L'information a été vérifiée, authentifiée par le journal avant d'être publiée. Ça, c'est inhérent, c'est une vérité. Il faut comprendre cela. Mais ce que moi je déplore en fait, c'est le fait que le gouvernement même, moi, ce n'est pas la faute au journaliste qui a publié l'information, mais c'est la faute au gouvernement qui a laissé ébruiter cette information. Ça veut dire que désormais, dès qu'il y aura peut-être une petite faille, on peut apprendre que le gouvernement prend toutes les précautions, mais qu'il y a de bons journalistes dans le pays qui font bien leur job et qui ont des informations. Et ça, on ne peut pas demander au président de punir des gens parce qu'ils ont des informations. Parce que je sais quand même qu'il est très discret, le président de nature, qui prendra donc toutes les dispositions pour que la nouvelle ne s'ébruite pas. Mais il y a de l'autre côté des gens qui travaillent très bien pour quand même que les populations soient informées. Quand vous voulez qu'on cache quelque chose au plus. Pourquoi ? Ce que je dis, il est normal dans une gouvernance participative, inclusive, transparente, que le peuple béninois ou les dirigés soient au courant constamment de ce qui est fait par les fonds du contribuable. Mais au-delà de tout cela, le législateur, en l'occurrence la Constitution du Bénin, a prévu des dispositions
aux dirigeants, que ce soit le ministre, le président de la République, le député, même le maire, même le commissaire, d'avoir à sa disposition ce qu'on appelle des caisses noires, dont la gestion n'est jamais justement, on ne nous a pas dit justifiée. les 100 millions viennent d'où. Voilà. Peut-être que c'est de la caisse noire, peut-être que c'est le président qui s'en est aux occupé. frais du contribuable, aux frais du contribuable. On n'a C'est pas encore ce qui est précisé dans cette information. Alors, quand la loi précise cela, la loi précise encore des latitudes au chef de l'État, dans son régime présidentiel tel comme le nôtre, de pouvoir prendre la décision d'évacuer qui il veut, comme il veut, dans les conditions qu'il désire, pour des intérêts, comme on le dit de façon récurrente, l'intérêt supérieur de la nation. Ici, dans le cas précis, il s'agit d'un ministre de la République qui est dans une situation sanitaire déplorable. Je dis que c'est tout à fait légitime que le gouvernement prenne cette décision. C'est même louable que le gouvernement décide de prendre en charge quelqu'un qui a servi la nation au-delà de plus d'1 an. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème avec cela. Mais ce que je déplore, et je pense qu'il faut tirer la soirée de la lame dessus, c'est qu'on laisse fuiter de nos jours des informations hautement confidentielles. C'est qu'on laisse fuiter de nos jours des informations qui n'ont pas caractère public. Des informations purement administratives qui doivent rester entre un cercle donné. Des informations qui ne doivent pas être dans le bas peuple. Ce n'est pas une question qu'on cache des choses au peuple, mais il y a des informations... Le président prend des précautions, je pense. Le président prend assez de précautions. Le président prend assez de choses. Mais je pense que ce qui est important de savoir, c'est que c'est devenu aujourd'hui une coutume à telle enseigne qu'on n'y prend pas trop importance. Et ce n'est pas le cas de Tonato qui est le problème. C'est pas la faute mon argumentaire s'inscrit dans la dynamique de pouvoir avertir les dirigeants pour que demain, quand il y aura une information plus confidentielle que cela, et que ça va s'ébruiter, et que ça va créer les dommages et les dégâts auxquels on a assisté aujourd'hui, qu'on ne soit pas... C'est tant mieux, il faut bien que le peuple soit informé de ce qui se passe dans le pays. Alors, par rapport au budget général de l'État. Le budget général de l'État, exercice 2018 aujourd'hui, c'est un budget qui est à l'Assemblée nationale. Chaque ministre, comme à l'accoutumée, va défendre ce budget à sa manière, avec les arguments tout aussi pertinents que percutants en ce qui lui concerne, pour essayer de défendre ce projet de budget de loi des finances 2018, pour ce qui est le cas 2018. Mais ce qui gêne un peu dans ce projet de budget, c'est d'abord au-delà du montant, les projets inscrits. Quand on voit le programme d'action du gouvernement, tout ce qui a été inscrit pour l'exercice de 2017, qui n'est pas encore totalement exécuté, il n'y a pas eu de véritable grand chantier exécuté par les gouvernants actuels, au-delà et en dehors de ce qui a été entamé par le régime précédent et achevé par le régime actuel. On est en même de se poser la question de savoir où allons-nous concrètement. Le programme d'action du gouvernement aujourd'hui est devenu une chanson pour tout le monde, un refrain, voire une rengaine, où tout le monde essaie quand même de dire qu'on vulgarise un programme dont on ne connaît concrètement pas l'essentiel en dehors des grands piliers. Et je pense qu'il est impératif aujourd'hui, au-delà de toute la communication qui se fait autour, que les gens puissent s'asseoir dans un dialogue participatif et inclusif, de comprendre réellement les objectifs à atteindre dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021 et de savoir réellement qu'est-ce qui peut être réalisable, quels sont les plus urgents, quels sont les impératifs, et qu'on puisse inscrire maintenant ces impératifs dans le projet de loi. Et surtout convaincre les députés pour que tout se passe bien de l'Assemblée nationale. Vous savez, même si, je vais vous dire rapidement, même si l'Assemblée nationale, vous savez peut-être que les choses sont organisées aujourd'hui, parfois je vous dis, tout ce à quoi on assiste depuis 2 semaines à l'Assemblée nationale, je dis c'est de la théâtralisation. Je vais vous expliquer pourquoi c'est de la théâtralisation. Parce que le législateur permet quand même aux parlementaires d'écouter les ministres, d'écouter les différents composants, les chefs d'institution, pour comprendre un tant soit peu les inscriptions dans le projet de loi. Mais le législateur permet encore, lorsque le gouvernement, l'Assemblée à l'unanimité ne va pas voter, ou bien ne va pas conclure, peut-être ne va pas accepter ce projet de loi constitutionnel, le législateur leur permet encore de pouvoir, quand ils vont voter contre, la loi permet au chef de l'État de voter le budget par ordonnance. Par ordonnance, c'est comme Yaïbouni l'a fait d'ailleurs, le président Yaïbouni l'a fait. Donc je pense qu'à ce niveau, il est impératif qu'on puisse revoir les choses au niveau de notre Constitution. Et je pense que bientôt, le 11 décembre, on va fêter l'anniversaire de notre Constitution. Ce serait le moment de grande réflexion par rapport à cet aspect. Parce que ça ne sert à rien de dire que le gouvernement produit un loi de finances et qu'on passe des temps, des heures, des frais pour la communication, pour faire écouter des ministres qui, dans leur voix, ne seront pas prépondérants pour, comment on appelle, essayer de modifier le projet de loi. Merci à vous, Kader Achirou. Donc, on va mettre un terme à Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Au revoir et à demain.